Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Sapiens, organisé ce matin par l'Observatoire Droit du Travail de l'Institut Sapiens. Mon nom est Dominique Calmels, je suis le cofondateur de l'Institut Sapiens aux côtés d'Olivier Babot. Alors, vous avez bien entendu que le gouvernement pensait réfléchir à une nouvelle réforme du droit du travail. Nous n'avons pas d'informations aujourd'hui, mais nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir deux grands experts, deux éminents experts du droit du travail. D'abord, Jean-Claude Mailly. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci. Alors, Jean-Claude, personne n'a oublié que vous avez été le secrétaire général d'EFO de 2004 à 2018. Aujourd'hui, vous êtes senior advisor d'Alixio, vous êtes administrateur de Homa Capital, vous êtes vice-président de Sinopia, et puis vous collaborez, vous êtes un contributeur chaque semaine d'un nouvel hebdomadaire qui s'appelle Franc-Tireur. Je ne sais pas si vous l'avez vu chez votre marchand de journaux, mais n'hésitez pas à l'acheter et à le lire. C'est pas un magazine, c'est un journal extrêmement intéressant auquel collaborent un certain nombre de personnalités. C'est très divers, c'est vraiment très intéressant. Et puis vous êtes chroniqueur sur BFM. Hein, on n'est pas chez BFM aujourd'hui, mais vous êtes chroniqueur quand même avec nous. Merci. À vos côtés, je ne vais pas dire en face de vous parce que c'est pas approprié, mais à côté de moi et à côté de vous, nous accueillons Guillaume Bredon. Donc Guillaume, vous êtes avocat du droit du travail depuis 25 ans maintenant. De 2002 à 2020, vous avez été l'associé fondateur du cabinet BRL. Et depuis le 1er janvier 2021, vous êtes l'associé fondateur d'un cabinet qui s'appelle Edgar Avocat. Et à titre tout à fait bénévole, vous êtes le directeur, j'allais dire le président, mais le directeur de l'Observatoire Droit du Travail de l'Institut Sapiens. Voilà. Bonjour Dominique. Merci. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur la fonction discussion en bas de l'écran. Hein, vous regardez, il y a une petite icône discussion. Vous posez vos questions et nous répondrons à vos questions dans les 15 dernières minutes de cet événement. Voilà. Alors, j'ai une question commune pour vous deux. Le gouvernement veut lancer une nouvelle réforme du droit du travail. Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur la base de vos expériences du passé? À quel point est-ce qu'une nouvelle loi du travail, une réforme est impactante pour l'économie? Vous voulez commencer, Jean-Claude? Oui, je veux bien, oui. C'est bonjour à tous d'abord. C'est une annonce qui a été faite par le gouvernement, mais on ne sait pas trop pour le moment quel contenu il veut y mettre. Il a lancé, dans le cadre du Conseil national de la refondation, des assises du travail. Je ne sais pas exactement quel en est le contenu pour le moment. Je pense qu'il aurait été préférable de réfléchir sur la question du travail d'une manière générale, peut-être pas forcément pour faire une loi, d'ailleurs c'est pas une obligation, avant de discuter du dossier retraite ou de faire les deux dossiers entre eux, ce que réclament d'ailleurs les organisations syndicales, mais c'est un peu le flou sur le contenu futur de ce projet. Ce qui m'apparaît en tous les cas important, c'est que une fois que le problème des retraites sera réglé, d'une manière ou d'une autre, une fois. Oui, on ne sait pas encore comment dire en Belgique, mais c'est qu'il y a une vraie concertation, ce qui n'a pas été le cas dans le dossier retraite. Je pense que, si je prends juste sur trois trucs, ce dossier retraite a été marqué par un problème de calendrier, après une crise sanitaire, après la guerre en Ukraine avec les problèmes d'inflation, un problème de méthode et un problème de contenu. Mais le vrai problème, c'est un problème de méthode. Et d'ailleurs, je pense que ça fait partie des questions liées au travail, c'est qu'il faut changer, selon moi, les relations, la méthode de travail entre les confédérations syndicales et l'exécutif. D'accord. Bon, vous avez déjà posé quelques points. Merci beaucoup. Guillaume, une réaction? Moi, de mon point de vue, je n'ai pas non plus d'infos sur le futur contenu de la loi en préparation. C'est d'ailleurs inquiétant, c'est-à-dire que quand on n'a pas de teasing, on peut redouter le pire. Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ce qui avait été fait au cours des ordonnances Macron, après la loi El Khomri, après les lois Fillon, etc., eh bien, ce mouvement de simplification du droit du travail se poursuive. Je crains, en revanche, qu'après la réforme des retraites, le gouvernement soit tenté de donner un marqueur social et donner des gages aux syndicats pour essayer de recoller les morceaux.
Et de cela, évidemment, je crains qu'on revienne un petit peu en arrière de ce qui a été produit depuis les ordonnances Macron, enfin en application des ordonnances Macron. Et donc, voilà, du côté patronal, on est plutôt, du côté des avocats en droit social employeur, on est plutôt craintif. D'accord, d'accord. Mais finalement, dans le contexte économique dans lequel on se trouve et social dans lequel on se trouve, ce que vous avez évoqué, quels objectifs pourrait chercher à atteindre le gouvernement à travers cette réforme? Parce que... Écoutez, c'est un peu mystérieux aujourd'hui, ce qu'on vient de dire. Bon, d'abord, quand cette discussion démarrera, pour le moment, on ne sait pas. D'abord parce qu'on n'a pas encore exactement la fin du dossier retraite. Conseil constitutionnel vendredi. Qu'est-ce que ça donnera après? Je n'en sais rien, pour être franc. Et ensuite, comme l'ont dit, je le dis par exemple Laurent Berger, il faudra une période de décence. Le Premier ministre parle de convalescence. Bon. Alors, combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Et en tous les cas, ce qui m'apparaît important quand le dossier de travail d'une manière générale sera abordé, c'est qu'il y ait clairement un changement de méthode sur la façon de travailler. Dans une démocratie, on ne peut pas travailler de cette manière-là. Imposer un thème, une concertation est réelle, quand vous pouvez effectivement mettre tout sur la table, sans tabou, et après, à un moment donné, vous voyez les voies de compromis. C'est la grande différence entre le public et le privé. Dans le privé, d'abord, il y a énormément d'accords d'entreprise, il y a des dizaines de milliers par an. Quand on se met autour de la table, l'objectif, c'est d'arriver à un compromis signé. Ça veut dire que quand vous signez, vous vous engagez d'une certaine manière. C'est jamais le cas dans le public, avec un gouvernement. Parce qu'à la fin, c'est une loi ou un décret, donc on appelle ça une concertation. Après, il y a deux façons de faire. Ou vous concertez réellement, ce qui a été le cas en 2017 sur les ordonnances. Oui. À l'époque, j'étais à la manœuvre. Mais ce qui n'est pas le cas sur les retraites. Vous pouvez transformer cette concertation en une simple consultation. Donc il faudra vraiment, le président l'a fait plusieurs fois qu'il dit on va changer de méthode, pour le moment ce n'est pas le cas, ça n'a pas été fait. Donc il faut vraiment qu'il y ait un changement de méthode. Et il faut faire plus confiance aux interlocuteurs sociaux, patronat et syndicats. Et là on a un peu l'impression d'un retour en arrière quelque part, parce que 2017 c'était quand même plus ouvert, plus... Ah mais je veux dire, tel que je ressens les choses, moi, en 2017 il venait d'être élu. C'est un président, mais c'est pas le seul, qui n'a pas une culture du dialogue social, c'est pas son histoire. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'a pas su s'entourer, mais il écoute peu de personnes finalement. Et en 2017, il a fait confiance à la ministre du Travail, qui elle avait une culture du dialogue social, elle était DRH, etc. Donc on a pu discuter et il n'y avait pas de tabou. Je me souviens que l'un des points clés qui a fait l'objet de nombreuses discussions, c'était quid de l'avenir de la négociation de branche, qui aurait pu disparaître. Bon, on a réussi à la maintenir, etc. Donc il y a pu y avoir une vraie discussion avec un compromis. Tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a eu un compromis en tous les cas entre FO, CFDT et les pouvoirs publics. Même si des points ne nous satisfaisaient pas, mais c'est comme tout compromis, quoi. Et deux choses se sont passées, les gilets jaunes. Et je pense que le président a cru que, heureusement que j'étais là, c'est moi qui ai réussi à sortir du dossier, etc., et à régler le problème. Et la grève de la SNCF sur le statut. Où il y avait des grèves, mais il a passé le changement de statut. Et je crois qu'à partir de là, il a cru que tout était possible, d'une certaine manière. Et pour lui, la place du syndicat, c'est dans l'entreprise, pas au niveau national. Et ça, c'est un problème, y compris de démocratie. Guillaume, alors quels objectifs pourrait pouvoir atteindre le gouvernement? Alors, moi, de mon point de vue, il faut que le gouvernement continue l'œuvre de simplification du droit du travail, c'est-à-dire que on s'est arrêté, avec les ordonnances Macron, on a franchi les étapes, bien sûr, la fusion au sein d'un CSE, des délégués du personnel, du comité d'entreprise, du CHSCT, de mon point de vue, était salvatrice, puisque ça permet dans l'entreprise d'avoir les mêmes interlocuteurs, d'avoir une unité de représentation du personnel. Mais je pense qu'il faudrait aller un peu plus loin. C'est déjà possible au travers du conseil d'entreprise, qui aujourd'hui est possible, mais par la voie d'un accord un peu compliqué. Moi, je pense qu'il faudrait aller plus loin en fusionnant les CSE et les délégués syndicaux, de telle sorte que, au moins dans les PME, on puisse avoir des interlocuteurs unis qui soient capables d'être élus, d'être consultés sur les grands projets et en parallèle de négocier les accords collectifs de travail et donc de déterminer la règle. Aujourd'hui, on voit dans l'entreprise que
il y a cette dualité qui existe encore et qui n'est pas, enfin, qui est souvent, dont les mandats sont souvent tenus par les mêmes personnes, et donc les entrepreneurs ne comprennent pas toujours très bien pourquoi il faut consulter d'un côté, négocier de l'autre avec les mêmes personnes mais dans des formats différents. Ouais. Et ça, franchement, je pense qu'on pourrait aller un tout petit peu plus loin. Après, il y a un autre sujet sur lequel moi je souhaiterais qu'on aille, dans la démocratisation des rapports sociaux dans l'entreprise, mais là, je pense que M. Mailly sera de façon orthogonale avec moi, en désaccord complet, c'est la suppression du premier tour aux élections professionnelles. Pourquoi ? Parce que je pense que le syndicat dans l'entreprise, et d'une façon générale, est confronté à une crise de légitimité, en fait. En 2003, avec la loi Fillon, on a commencé à résorber le problème en faisant en sorte que les syndicats qui peuvent engager les collaborateurs justifient une certaine forme de légitimité électorale. Pourquoi ne pas aller plus loin aujourd'hui et faire en sorte que les élections aux professionnels au CSE soient ouvertes à tout le monde, à toutes les listes, qu'elles soient syndicales ou non, bien sûr. Mais pourquoi finalement encadrer et priver dans les entreprises des listes non syndiquées de pouvoir être présentes et être l'interlocuteur de l'employeur ? Allez, Jean-Claude, réagissez. J'y vais fort dès le départ. Sinon, c'est là un débat. Sur les deux points. Donc, sur les ordonnances Macron, etc. D'abord, d'une manière générale, il serait temps que dans notre pays, quand il y a, alors ça vaut pour le travail, la fiscalité, pour tous les thèmes en fait, quand il y a une loi faite, que l'on ait une évaluation 1 an, 2 ans, 3 ans après, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on ne fait jamais, on sédimente les choses. Donc, et pour moi, ce serait une vraie simplification, ça. Ça vaut dans le domaine du travail ou dans le domaine fiscal. Ouais, dans tous les domaines. Quand vous êtes dans une entreprise où le siège social est à l'étranger, qu'est-ce qui rebute le plus l'étranger ? C'est la complexité du droit fiscal, du droit social, etc. Premier point. Deuxième point, moi je n'ai rien contre la fusion dans le cadre du CSE des DP, des délégués du personnel et du comité d'entreprise, beaucoup plus réservé sur la disparition du CHSCT, qui était une vieille demande du côté employeur, parce que c'était, en fait, c'est là qu'il pouvait y avoir blocage d'une certaine manière à un moment donné. Et donc, moi j'ai toujours considéré qu'il faudrait redonner une personnalité morale. Bon, on ne refait pas le CHSCT tel qu'il était, mais une personnalité morale au CHSCT. Quand on regarde les choses en plus, aujourd'hui, quand vous êtes élu dans un CSE, vous cumulez effectivement, vous devez tout savoir, quoi. Ouais. Vous devez remplir les fonctions d'un délégué du personnel, remplir les fonctions d'un ex-secrétaire du comité d'entreprise et des questions d'hygiène, sécurité. Ça veut dire que vous devenez quasiment permanent. Et dans une entreprise, c'est pas forcément la meilleure solution. Et je pense aussi qu'il y a des choses à revoir dans les ordonnances. Si on fait une évaluation, alors après on est d'accord ou pas, mais j'ai donné deux ou trois exemples. L'interdiction de faire plus de 3 mandats. Je considère, ça a été pris ça parce que c'est pareil dans le monde politique. Et moi je suis désolé, le monde social n'a pas le même tempo que le monde politique. Donc interdire de faire plus de 3 mandats, ça peut être compliqué. Vous avez aussi, dans certaines entreprises, du mal à renouveler. Parce que les gens ne veulent pas s'engager dans quelque chose qui demande beaucoup de connaissances, il y a des problèmes de formation, etc. Regardez un peu plus les questions de représentants de proximité. Les entreprises qui ont joué le jeu, quand je dis qui ont joué le jeu, qui ont négocié, qui ont discuté, qui ont mis en place des représentants de proximité, oui. Mais vous savez, moi j'ai participé à des formations conjointes de DRH et de délégués syndicaux au début de la mise en place des CSE. Et je leur disais à l'époque, si du côté de la direction d'entreprise, l'objectif c'est combien on va faire d'économies avec moins de mandats, etc. Et que du côté syndical, combien on va perdre, c'est fini, vous n'y arriverez pas. Démarrez par c'est quoi le CSE, quelle stratégie, etc. Et après vous discutez du rêve. Voilà, c'est deux ou trois. Et puis la question des indemnités prud'homales qu'il faut peut-être revoir. Le plafonnement, pourquoi ? Parce que ce qui était prévisible arrive en fait, alors j'ai pas les chiffres en tête, mais comme c'est plafonné, il y a maintenant des salariés qui vont aussi poussés par leur conseil parfois, de dire allez-y, attaquez en harcèlement, puisque le harcèlement c'est plus compliqué, voilà. Donc ça c'est un problème, et puis comme on est hors des clous par rapport à ce que réclame l'Organisation internationale du travail, qui il n'y a pas longtemps a dit mais vous deviez faire un suivi, un comité de suivi, et vous ne l'avez pas fait sur cette dimension-là. Donc tout ce qui est qu'on ne mette pas en cause les CSE sur le conseil d'entreprise.
Moi, je n'ai rien contre sur le principe s'il y a une volonté de le faire, des deux côtés de la table. Hein, ça me paraît important. Maintenant, ça suppose une évolution des mentalités, tant du côté des entreprises que du côté syndical. La France a été marquée, historiquement, du côté syndical. Pendant très longtemps, ça commence à changer par une culture, alors je dis ça en ce moment, mais une culture qui est plus une culture du conflit que de la négociation. Hein, donc, ça change, mais ça change pas brutalement, obligatoirement. Alors après, sur le deuxième point, non, moi je suis... Excusez-moi, vous pouvez nous expliquer ce qu'est le conseil d'entreprise? Parce que je me demande si tous nos spectateurs sont... C'est une faculté... Bon, on va expliquer, puisque je reprendrai après sur le deuxième point. Le conseil d'entreprise, en fait, c'est la capacité qu'ont certaines entreprises aujourd'hui à fusionner le CSE, le mandat de CSE et le mandat de délégué syndical. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'une seule instance qui est élue et qui est capable de négocier des accords collectifs, y compris dans des grandes entreprises. Parce qu'on peut déjà négocier dans des petites entreprises avec le CSE, quand il n'y a pas de syndicat. Mais là, ça serait vraiment l'élargir à toutes les tailles d'entreprises. Aujourd'hui, ça existe déjà, mais il faut que l'employeur prévoie dans l'accord constitutif avec les syndicats des sujets sur lesquels le conseil d'entreprise peut avoir un droit de veto. Et donc, ça bloque un peu ce droit de veto, ça freine un peu. Moi, j'ai l'expérience, j'ai parmi mes clients plusieurs entreprises, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, qui ont basculé. Des petites entreprises, enfin des moyennes entreprises, on va dire, entre 50 et 500 salariés, et où ça se passe très bien. Donc c'est pour ça que ouvrir un peu ce sujet-là me semble important, enfin en tout cas le faciliter me semblerait important. Et juste pour répondre à M. Maillet sur le CHSCT et la personnalité morale, honnêtement, quand on regarde, quand on recule, quand on regarde un petit peu depuis 2017 ce qui s'est passé en matière de sécurité, le nombre d'accidents du travail, maladie professionnelle n'a pas augmenté, bien au contraire, il a continué à décroître. Et donc, on peut penser que cette nouvelle formule de la commission hygiène et sécurité ne s'est pas révélée être un échec, au moins du point de vue du nombre de l'accidentologie et de l'occurrence et de la gravité des accidents. Et par ailleurs, revenir sur la personnalité morale au CSCT, c'est finalement réouvrir la boîte un peu du contentieux, parce que pourquoi est-ce que c'était supprimé? C'est parce qu'il y avait de nombreux contentieux sur les sujets dans les entreprises. Là où aujourd'hui, avant d'agir, eh bien, la commission hygiène et sécurité doit convaincre les membres du CSE, avoir une certaine forme de consensus sur le sujet. Il y a toujours la capacité d'agir en justice. Hein. D'ailleurs, le CSE, oui, ne s'en prive pas. Mais voilà, donc moi, j'y suis évidemment pas favorable. Et ce d'autant plus que si on prend justement l'argument qui consiste à dire, vu de l'étranger, qu'est-ce qui s'est passé en France, on voit que depuis les ordonnances 2017, alors je ne sais pas si c'est pas mécaniquement lié bien sûr, mais c'est un des éléments qui est pris en compte dans les investissements étrangers. Eh bien, la France a plutôt redoré un peu son blason d'une vision qui est extrêmement négative vue par les investisseurs étrangers. Depuis les ordonnances Macron notamment, et depuis ce mouvement de simplification, cette image négative s'est un peu édulcorée. C'est pas encore parfait, mais c'est plus le point saillant qui rebute l'investissement étranger. Donc revenir un peu en arrière me semblerait négatif, surtout à un moment où là, on ne sait pas ce que la conjoncture économique nous réserve. On peut se satisfaire du nombre d'investissements étrangers en France, on est les premiers en Europe depuis quelques années. Eh bien, poursuivons la trajectoire plutôt que de revenir en arrière. En fait, le conseil d'entreprise, c'est un peu s'inspirer, différemment, hein, mais de ce qui existe en Allemagne. Voilà, c'est un peu ça. Même si en Allemagne, c'est réservé plutôt aux grandes entreprises, et que la flexibilité se fait dans les petites entreprises. Enfin, le système est différent. Alors, sur l'autre point... Revenons sur le deuxième point. Excusez-moi. Suppression du premier tour, etc. Oui, alors, on le supprime ou on le supprime pas? Non, moi je suis... Pourquoi on n'a pas dit qu'on le supprimait, on a dit que... Oui, on pourrait... En fait, on accueille des gens qui ne sont pas syndiqués. Oui, voilà. Sur les risques qui se présentent. Ce qui revient au même. Oui, ce qui revient au même. Aujourd'hui, au premier tour, en gros, est réservé aux organes syndicales qui ont une assise dans l'entreprise depuis au moins 2 ans. Bon. Et s'il n'y a pas suffisamment de votants, il y a un deuxième tour, et là, c'est ouvert à d'autres structures. C'est la situation. Pourquoi ? Parce que c'est des risques de dérapage énormes. Je vais prendre un exemple qui a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps, Orpea. Moi, je savais pas la réalité sur les traitements, etc. Mais Orpea, l'une des caractéristiques de cette entreprise, qui est une grosse entreprise, c'est pas la PME du coin, c'est qu'il y avait un syndicat maison.
syndicat maison qui aujourd'hui d'ailleurs est contesté. En gros, c'est quoi un syndicat maison? Mes anciens disaient c'est un syndicat jaune. Voilà, c'est le syndicat de l'employeur. Bon, voilà. Ça, si on, par exemple, c'est un exemple, si on ouvre largement les possibilités, vous pouvez avoir tout et n'importe quoi qui se présente. Vous pouvez avoir, je sais pas moi, une ONG, vous pouvez avoir un parti, enfin, avec un faux net parti politique, vous pouvez avoir. Je pense que ce serait dangereux, moi, en ce qui me concerne. Surtout que déjà aujourd'hui, avec les dispositions qui ont été prises en 2008, sous Nicolas Sarkozy, président de la République, aujourd'hui dans une entreprise, pour qu'un syndicat ait le droit de négocier et accès à la négociation, il faut qu'il fasse au moins 10% aux élections. Bon, donc il y a un choix syndical dans notre pays, un peu trop large selon moi, mais bon, mais ça c'est la vie, ça changera peut-être un jour. Donc là, non, moi je trouve que ce serait ouvrir une boîte de Pandore et un véritable danger. Alors, moi je vous réponds là-dessus, Oui. évidemment. Oui. Je trouve toujours particulier que les syndicats qui évidemment mettent en évidence la démocratisation sociale, la démocratie sociale, eh bien ne s'appliquent pas à elles-mêmes les règles de démocratie de base, c'est-à-dire dans une élection, tout le monde peut se présenter et c'est le meilleur qui gagne. Et vous voyez, donc je trouve que ça, en fait, pour mon point de vue, c'est que ça nuit à la légitimité des organisations syndicales présentes, puisque finalement, dans l'esprit de beaucoup de personnes, c'est des gens qui, ont une place qu'il aurait réservée et qui empêchent les autres de pouvoir s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est négatif, vous voyez, mais pour le mouvement syndical d'une façon générale. Je trouve que le fait de se confronter à la concurrence de listes qui peuvent être syndiquées, pas syndiquées, peu importe, politiques, peu importe, c'est la démocratie. La démocratie, c'est on élit ses représentants avec un choix le plus large possible. C'est comme si on disait aujourd'hui aux élections classiques, tel ou tel parti ne peut pas se présenter, tel nouveau parti ne peut pas se présenter. Oui, ça, je trouve. Enfin voilà. Donc, après, c'est philosophique. Oui, mais ça. Non, je veux dire, attention à ne pas coller systématiquement ce qui peut se pratiquer dans la sphère politique, sur des élections politiques, à la sphère sociale. Les rythmes ne sont pas les mêmes, les fonctions ne sont pas les mêmes. Le rôle du syndicat, c'est pas simplement de faire rêve, on parle beaucoup quand il y en a, mais le plus gros travail syndical, c'est dans les entreprises qui se fait. C'est dans la négociation tous les jours. Écoutez, tout le monde crie au loup quand il y a une coordination qui se met en place sur tel ou tel point. On dit « Ah, ça part où, les gilets jaunes ?» Enfin, pardonnez-moi, je vais être cru. Votre système conduit, je crains, au bordel généralisé. Donc les choses doivent être régulées. Et je pense que dans notre pays, en tous les cas, le pluralisme syndical est réel. Les gens ont le choix de voter pour qui ils veulent, de donner leur confiance. Vous savez, pourquoi les gens adhèrent? Les gens n'adhèrent, ils ne font pas du benchmarking, des statuts confédéraux. Il y en a quelques-uns peut-être. Bon. En fait, ils regardent, peu importe l'étiquette, parfois, bien souvent, c'est c'est qui fait le boulot, quoi. Qui fait le boulot, qui négocie et ne fait bien, etc. C'est pour ça qu'ils adhèrent. Parfois, c'est pas forcément des militants, c'est comme un remerciement par rapport au travail fait. Donc attention, pour moi, c'est un danger. Est-ce qu'il ne faudrait pas... Ah, moi, je ne suis pas un ancien DRH, je suis malheureusement un ancien financier, nul n'est parfait, mais dans un très très grand groupe. Donc j'ai vécu les réunions de CSE, ça ne s'appelait pas tout à fait CSE, c'était juste le CE, mais bon, peu importe, ça n'a pas changé profondément les choses. Et je me demande, pour avoir aussi pensé à ce sujet, je me demande s'il ne faudrait pas mettre une étape intermédiaire avant que des candidats dits libres, d'accord, se présentent, une étape de formation pour eux. De dire on les forme un petit peu quand même pour qu'ils prennent conscience du rôle qu'ils vont jouer et des responsabilités qu'ils vont avoir. Parce que j'ai vu ça s'est pratiqué à une époque d'avoir des candidats libres au premier tour, et j'étais dans des entreprises où des gens se sont portés volontaires et ont compris après l'importance du travail qu'il y avait à faire, et comme ils voulaient pas lâcher leur poste en même temps, alors ça devenait un truc impossible. Il ne s'agit pas de lâcher son poste à 100%, quoique des fois ça le devient quand même. Oui, ça arrive beaucoup, notamment dans les grandes maisons, mais bon, ils ne voulaient pas lâcher leur poste, donc c'était pratiquement incompatible. Et je me dis, s'il y avait une petite étape de préparation, formation, où on comprend l'enjeu de ce qu'on va prendre comme responsabilité, peut-être, je ne sais pas, que ça encouragerait les gens
à venir dans ce rôle en étant mieux formés, mieux préparés et peut-être de mieux comprendre ce qu'ils ont à faire et d'apporter des solutions. Je ne sais pas, hein, c'est une... Je sais qu'aujourd'hui, les confédérations syndicales forment... absolument, ouais. Je me souviens, quand j'ai été à FO, c'est à peu près 12 000 formations par an, quoi, assurées. C'est pareil dans les autres confédérations. Les plus grandes confédérations, je pense que c'est peut-être plus même d'ailleurs, c'est le même chiffre. Je crois que si ma mémoire est bonne, avec les ordonnances 2017, il y a y compris possibilité de formation conjointe. Oui, tout à fait. Et ça existe. Ça, c'est bien, je trouve. Et ça, c'est pas mal, ça existe, etc. Mais ce qui est vrai, c'est que la fusion dans les CSE rebute, même chez les adhérents, rebute ah non, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à savoir, c'est trop compliqué, ça bouffe le temps, etc. etc. Donc, mais la formation, effectivement, est un aspect essentiel. Mais les candidats libres, j'ai trop vu. Alors, ça dépend des entreprises, ça dépend. Moi, j'ai vu aussi. On peut déjà le faire en réalité. Enfin, oui. Si un employeur veut vraiment constituer un syndicat maison, il dépose des statuts 2 ans avant les élections. Voilà, oui, non, bien sûr, on peut déjà contourner. La preuve, quand je citais Orpea, c'était fait. Il y en a d'autres. Vous savez, quand vous avez c'est pas normal, mais quand vous avez dans une entreprise, alors c'est les mauvais exemples que je vais citer, bien entendu. Non, mais c'est bien aussi. Dans une entreprise, quand vous avez le bureau de vote qui est en face du bureau du DRH, ça veut dire que vous avez moins de votants en premier tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples, je ne dis pas qu'il y en a beaucoup. Et surtout, les élections peuvent être annulées. Oui, non, mais bien sûr, mais donc. c'est plus philosophique, vous voyez. Moi, mon point, c'était plus philosophique. Oui, je comprends bien, mais aujourd'hui, je considère que ce serait un véritable danger. Enfin, il y a de véritables dangers. Allez. Alors, juste peut-être. Dernier point. Pour répondre sur le sujet. Oui, non, mais justement, sur les indemnités de. Oui, sur les indemnités, on avait lancé. Les dommages à intérêts, la barémisation. Les barémisations. Moi, ce qu'on constate, j'ai regardé vous savez, avec les moteurs de recherche, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, le montant des condamnations n'a pas faibli. C'est à peu près la même chose. Alors, ça a un tout petit peu, pour être honnête, ça a un tout petit peu faibli, mais globalement, c'est le même ordre d'idée. En revanche, la vraie différence par rapport à avant, c'est qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on sait anticiper les choses. Et on est moins sujet à des écarts jurisprudentiels qu'on peut constater parfois, où on a des condamnations qui sont excessives d'un côté, un peu plus... Voilà. Donc en moyenne, ça n'a pas beaucoup bougé. En revanche, c'est plus régulé. Je ne vois pas vraiment où est le problème de ce point de vue-là. Et du point de vue de l'étranger, en revanche, honnêtement, ça a été un vrai plus, parce que ça permet aux financiers d'anticiper les choses, de provisionner le risque le cas échéant, et donc c'est plutôt stabilisateur. Et surtout, quand on a des règles du jeu qui sont un peu cadrées, ça encourage la négociation en réalité. Moi, dans ma pratique, c'est que je le constate bien, quand on sait en gros combien l'employeur va perdre un dossier compte tenu de l'ancienneté du salarié, etc., eh bien, nous, praticiens, on conseille nos clients en disant « ça ne sert à rien d'aller au procès, ça va vous coûter tant, négocions, voilà, le barème, c'est ça. » Et donc, ça donne des repères. Et je trouve que de ce point de vue-là, ça serait dommage de supprimer ce plafond qui honnêtement, joue son rôle, me semble-t-il. Je ne dis pas qu'il faut le supprimer, je dis au moins faisons, comme sur les autres dispositions des ordonnances, faisons une évaluation. Voilà. Et comme le réclame l'Organisation internationale du travail qui avait été saisie, mettons en place un comité de suivi sur ça et sur le reste, c'est tout, on regarde. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une différence au niveau des annuités entre les grandes et les petites entreprises? Je sais pas. Alors, les magistrats tiennent compte forcément de la capacité, normalement ils tiennent un peu compte de la capacité financière de l'entreprise, mais finalement ça c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire que quelqu'un qui est licencié abusivement, c'est pas parce qu'il est employé par une petite PME ou un grand groupe que pour autant il ne doit pas être indemnisé de la même façon. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est un autre sujet que je voulais aborder, c'est-à-dire que en matière de licenciement économique aujourd'hui, selon que vous êtes licencié pour motif économique seul ou avec 9 camarades, vous n'allez pas être traité du tout de la même façon. Un problème d'équité. Donc, simplifions à l'occasion de cette loi travail l'ensemble des procédures de licenciement économique. Il y a un gros travail qui avait déjà fait, mais on retombe aujourd'hui dans quelques errements. Faisons en sorte que quelqu'un qui est licencié pour motif économique dans une PME, dans un grand groupe, avec plus ou moins 10 personnes à ses côtés,
soit traité de la même façon. Il me semble que ça serait équitable. Aujourd'hui, il y a des vraies disparités. Et honnêtement, ça ne me semble pas, même au sein d'une même entreprise. C'est-à-dire, encore une fois, vous êtes licencié en mars seul pour motif économique, vous êtes licencié en juin avec 25 autres, vous n'aurez pas du tout la même indemnisation, le même accompagnement. Ça n'a pas de sens. Oui, non, mais ça, je ne suis pas contre le fait qu'on regarde ce genre de choses calmement. Mais et surtout, ce que j'aimerais bien, c'est que les pouvoirs publics écoutent les interlocuteurs sociaux. Quand je dis interlocuteurs sociaux, tant du côté syndicat de salariés que syndicat d'employeurs, et qu'il y ait plus grande confiance. Parce que, à tous les niveaux, quoi. Là, il y a eu un accord interprofessionnel sur le partage de la valeur. Bon, pendant la pandémie, il y a eu 2 accords ou 3 accords interprofessionnels. Bon, là, je parle juste que de cela. Des 2 côtés de la table, on sait aussi négocier et on connaît le terrain. Redonnons à chacun sa responsabilité ouais, tout à fait. Et son domaine d'action. D'accord. Il y a peut-être un autre sujet dont on pourrait parler, c'est celui du fameux contrat de travail. On nous propose depuis des années d'avoir qu'un CDI, de transformer le CDD en contrat traditionnel. On a créé plusieurs types de contrats. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine? Est-ce que ça serait une occasion de réforme? Et je pense qu'on peut glisser par la même occasion la situation, alors j'allais dire des salariés des plateformes, déjà c'est un lapsus révélateur, mais des personnes qui travaillent pour les plateformes, comment on peut sortir de ce problème des plateformes, Jean-Claude? Et puis en même temps, la question sur... Il y a une négociation en cours actuellement entre les employeurs des plateformes et syndicats et associations syndicales qui se sont créées chez les travailleurs des plateformes. Moi, ce que je constatais et que je constate encore, c'est qu'une grande partie de ces travailleurs des plateformes ne demandent pas à être salariés. Il y a une majorité, ils ne demandent pas à être salariés. On va pas les obliger à être salariés. Alors, il y a quelques recours, les URSSAF ici ou là. Bon. Mais par contre, ce qu'ils réclament, c'est... quand vous êtes salarié, vous êtes dans une situation de subordination juridique. Eux sont dans une situation de subordination économique, en fait. Ce qu'ils réclament, c'est de pouvoir mieux négocier, participer à la fixation des tarifs, avoir certains droits en matière de protection sociale. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas un troisième statut. En fait, ils réclament d'être réellement indépendants. Voilà, c'est ça qu'ils réclament. Bon, avec ce qui va avec l'indépendance. Et je crois que c'est la piste... pour les travailleurs des plateformes, je crois que c'est la piste qu'il faut privilégier. On connaît, on sait les abus qui existent aujourd'hui, il y en a beaucoup. On entendait encore ça à la radio ce matin. Je ne sais plus dans quel, enfin je ne vais pas citer, mais salarié pas salarié d'ailleurs. On est tous là. Non mais c'est le mécanisme, c'est le réflexe, mais bon, qui est décédé en faisant une chute, etc. Parce que le rythme imposé, bon voilà, il faut réguler ça. Et en même temps, on ne va pas imposer ceux qui le souhaitent. Il y a cela, mais il y a aussi aujourd'hui une nouvelle tendance de jeunes, et ça se respecte d'une manière ou d'une autre, à vouloir être freelance, alors au-delà des plateformes, à vouloir travailler en freelance, ou à privilégier du CDD ou de l'intérim. Ça existe, ça existe aussi. Alors, donc il faut à la fois respecter ça. Après, le contrat de travail, moi j'ai toujours considéré que, bon, virer un CDI, désolé, mais c'est pas insurmontable. Ça se fait. Oui, non, mais je suis d'accord. On peut licencier. Alors après, il y a ce qu'on dit tout à l'heure, ça c'est autre chose. Trouver des situations équitables entre les uns et les autres. Puis les formes de contrat de travail, il y en a tellement. Quand vous prenez par exemple les CDDU, c'est pas forcément le meilleur contrat. Et les abus qui arrivent d'une manière ou d'une autre. C'est pas simplement dans le privé, c'est dans le public. Le taux de précarité est plus élevé dans le public que dans le privé. Voilà, donc, les CDD répétés. Attention à ne pas, pour régler un problème, fragiliser d'une manière ou d'une autre le contrat de travail et puis que ça diminue globalement pour tout le monde. Alors il faut être très prudent là-dessus. Alors, moi je pense qu'effectivement il y a des nouvelles formes de travail, on l'a vu avec les plateformes, on a l'extension majeure du télétravail qui est extrêmement importante, qui finalement éloigne le collaborateur de l'entreprise. Je pense qu'on est en train de connaître une véritable évolution des modalités
tout cas dans le tertiaire, des façons de travailler. Les jeunes, quand on les écoute, le CDI les fait plus du tout rêver. Et donc, il faut tenir compte de cette évolution, me semble-t-il. Et donc aujourd'hui, il faut quand même, depuis le CPE, le sujet contrat de travail, on l'a mis de côté parce qu'on pense que c'est explosif, à juste titre à l'époque. Mais il ne faudrait pas que, traumatisé par ces événements, on n'en parle plus jamais. On ne réfléchisse plus. Et qu'on ne fasse pas évoluer ce contrat de travail vers quelque chose de plus, peut-être plus simplifié et qui corresponde mieux aux aspirations des jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Par exemple, aujourd'hui, on voit bien que les jeunes veulent plus s'engager sur du long terme. Il faut en tirer les conséquences sur le CDD, me semble-t-il. Il faut peut-être créer un système de contrats unifiés qui soit peut-être plus flexible. On voit bien aussi que le marché du travail est en train de s'est retourné considérablement. Donc, c'est plus... là, les demandeurs d'emploi, parfois vous les embauchez, et puis le jour du premier jour de travail, ils ne viennent pas, sans explication, sans rien. Et ça, j'ai des dizaines d'expériences comme ça qui me remontent. Et ça veut dire quelque chose quand même. Il y a le rapport de force, entre guillemets, vers l'emploi. Alors, c'est peut-être conjoncturel, peut-être pas. Mais il faut peut-être qu'on en tire les conséquences et que, en tout cas, la réflexion soit permise et qu'elle soit pas, qu'on reste pas dans une forme d'immobilisme lié au traumatisme CPE. Voilà ce que je dis. Oui, non, mais à réfléchir, personne ne comprend. Non, mais bien sûr, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de sujet en soi tabou. Après, ça dépend ce qu'on veut faire. C'est comme toujours, quoi. Chaque fois qu'il y a eu problème, si bien nationalement, regardez sur les retraites, ça a été annoncé brutalement avec une mauvaise méthode. CPE, ça a été annoncé brutalement. C'est quand il n'y a pas de discussion que les problèmes naissent. Sinon, quand il y a une volonté de trouver une solution, alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais dans la majorité des cas, ça marche. C'est plus facile. Alors finalement, pour le contrat de travail, un des axes, ce sera peut-être de travailler la durée, cette espèce de durée. Moi, je pense enlever le I du CD et pas pour autant rajouter un autre D. Enfin, moi, je pense que déjà, on pourrait, mon point de vue, c'est qu'on pourrait ouvrir les cadres de recours au CDD et faire de ce CDD quelque chose de plus flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des deux côtés, une fois que vous êtes embauché par un CDD, c'est hyper contraint finalement. Une fois que vous y êtes. C'est plus contraint qu'un CDI. Mais pour autant, ça correspond à l'aspiration d'être en CDD ou en intérim, comme vous le disiez. Et ça correspond aussi à un besoin, par ailleurs, de flexibilité des entreprises, il ne faut pas le nier. Donc, et qui l'utilisent de toutes les façons. Faut être clair, aujourd'hui, c'est quand même utilisé. Même, donc ça veut dire qu'il y a des pans entiers de CDD qui sont illégaux, qui sont conclus. Ça génère une insécurité juridique du côté de l'entreprise. Ça ne correspond pas aux aspirations des salariés non plus. Donc faisons quelque chose de plus flexible, qui peut-être va venir compenser la précarité. C'est-à-dire que les indemnités de précarité, elles pourraient être, par exemple, elles pourraient augmenter en fonction de la durée. Il y a des indicateurs qu'on pourrait moduler. Et il faudra passer par une petite négociation avec le secteur bancaire pour que, par exemple, on ne dise pas aux gens, vous ne pouvez pas avoir un prêt parce que vous n'avez pas de CDI. Voilà, ça c'est vrai. Je pense que c'est un point majeur qui est peut-être plus important que toutes les discussions sur la durée. Mais oui, regardez, en ce moment, on m'expliquait ça, je n'avais pas pensé à ça, moi. Vous savez que dans les hôpitaux, il y a beaucoup de médecins intérimaires. Pour deux raisons. À la fois, on n'en trouve pas assez. Et puis financièrement. Et financièrement, c'est pas la même compte. Quoi. Voilà, donc, comme ils sont contraints, c'est pas la même case, etc. Mais là, ils ont décidé de diminuer le recours aux médecins intérimaires, mais des médecins m'expliquaient, mais il y a certains hôpitaux qui vont plus tourner. C'est le cas. C'est le cas. Moi, j'ai des services qui ferment parce que... Ils ont baissé le salaire maximum. Oui, mais qui ferment parce qu'il n'y a plus de médecins. Pourquoi il n'y a plus de médecins ? Parce que le plafond de rémunération a été abaissé brutalement. À 1300. Et pourquoi il n'y a plus de médecins ? C'est parce que pendant 30 ans, on a formé moins de médecins que le besoin de la société en avait. Alors, les Anglais qu'on peut critiquer par ailleurs, qui forment comme nous 10 000 médecins par an, ont pris une décision il n'y a pas longtemps en disant, bon écoutez, on n'en a pas assez de médecins. Les jeunes médecins ne veulent plus travailler 70 heures. Donc quand un médecin part, il en faut 2 pour le remplacer. Et il passe de 10 000 formations à 20 000. Voilà. Donc, en France, on a annoncé l'ouverture du numerus clausus, mais en réalité, quand on regarde le débat, il n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, voire même dans certaines facultés, ça a diminué. Voilà. Alors je vous propose de revenir
au droit du travail. Mais, oui, Nous avons fait un petit crochet. un petit crochet, mais c'était quand même pour rester dans le bon sujet. Alors je prends mon téléphone, c'est pas parce que je ne m'intéresse pas à cette discussion, c'est parce qu'il y a les questions. Donc première question, est-ce que la solution ne serait pas de faire enfin dépendre les syndicats du nombre d'adhérents afin de les rapprocher de leur base? Alors là, je crois que c'est une question pour vous, Jean. Oui, non, on fait souvent cette erreur pardon, dans notre pays. Il faut bien comprendre que, enfin, je vais pour pas être long, mais Non, non, si allez-y. vous comparez la Ouais, situation des salariés français aux salariés allemands, pays comparables, franchement, ça se vaut, quoi. Hein. Et on peut D'accord. dire sur tel point, il y a plus ici ou plus là, mais bon. Parce que nous avons, enfin, historiquement, il y a un choix qui a été fait, qui est de dire, on est dans une république, la notion liberté, égalité, fraternité, la notion d'égalité de droit, qui est l'égalité républicaine, c'est pas l'égalitariste, c'est assurer un minimum d'égalité de droit. Ça a passé par une structure des relations sociales, des relations entre la loi et le contrat, entre les trois niveaux de négociation, qui font qu'on fonctionne différemment. Prenez l'exemple de l'assurance chômage. Quand c'est créé, c'est un accord interprofessionnel. En 1958 qu'il crée. Il y a derrière une procédure d'extension qui oblige l'application de l'accord à toutes les entreprises et pour tous les salariés. Aujourd'hui encore, vous perdez votre boulot, vous êtes salarié d'une TPE, du multinational, syndiqué ou non syndiqué, vous avez les mêmes droits. Ouais, Voilà. ouais. Vous êtes suédois ou suédoise, et je ne juge pas, hein, c'est l'histoire du pays. c'est un hasard. Chacune des grandes organisations, il y en a 3, gère sa propre caisse d'assurance chômage. D'accord. Donc vous êtes salarié, vous adhérez, bon, vous choisissez une caisse et de facto vous êtes syndiqué. Donc on est sur deux logiques différentes. Ce que la représentativité des syndicats n'est pas, alors plus il y a d'adhérents, mieux c'est. Hein, la représentativité des syndicats n'est pas liée à leur nombre d'adhérents, elle est liée aux résultats qu'ils font dans les entreprises. Voilà, hein, c'est à ne pas. Ça, c'est relativement récent. Oui, c'est depuis 2008. Depuis 2003. C'est le Fillon, il me semble. Non, 2008, c'est 2008, les règles de représentativité. Voilà, ouais. Mais en fait, donc ça fait que 12 ans que c'est le cas. Enfin, oui, 15 non, ans. d'accord, mais même auparavant. Oui, après, parce que c'était pour élargir le nombre d'organisations éventuellement. Il n'y en a pas eu d'élargissement. Mais même, en même temps, les syndicats, s'ils n'ont pas d'assises dans les entreprises, l'un des défis pour le syndicalisme depuis quelques années, notamment depuis les ordonnances, ou la loi El Khomri avant, c'est que, comme il y a de plus en plus de choses qui se négocient dans les entreprises, c'est la présence dans les entreprises. Bon, les grandes boîtes, ils y sont, les grosses PME, grosses ETI, oui. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises où c'est compliqué d'installer un syndicat. D'accord. Alors, une autre question, je ne sais pas si ça vient de la même personne, mais le chèque syndical pour chaque salarié serait-il une bonne idée? Écoutez, moi, les expériences que j'en ai eues ne sont pas forcément concluantes. D'accord. Ça se négocie au bistrot du coin. D'accord, d'accord. Donc Avec finalement, toutes les c'est le règles bistrot de qui gagne. transparence qui vont bien. D'accord. Bon, bah écoutez, voilà la réponse. Non, mais c'est des systèmes qui ne sont pas adaptés à notre culture. Non, Ouais. non, D'accord. C'est d'accord. D'accord, ok. Très bien. Je pense que justement la question vient parce que c'est un exemple d'un autre pays. Quelqu'un qui connaît bien l'Europe du Nord, qui nous dit: pouvons-nous passer à un syndicalisme de service, ce que vous citiez à l'instant, sur le modèle de ce qui existe en Europe du Nord? Alors, c'est en train de se développer. Hein. D'accord. En France, c'est en train de se développer dans toutes les grandes confédérations. On faisait auparavant un peu, mais là, c'est en train de se développer, y compris utilisant les nouvelles technologies, etc. Oui, on va vers un plus grand syndicalisme de service en France. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je pense que c'est effectivement l'avenir des organisations syndicales. Si elles ne bougent pas, si elles ne vont pas dans cette voie-là, elles vont mourir, ça c'est clair. Ouais. Donc il faut qu'elles adoptent effectivement les moyens technologiques, mais je crois que c'est en cours. Oui, c'est récent, mais c'est il y a une accélération. Mais c'est en cours. Et de ce point de vue-là, vous voyez, je pense que dans les entreprises, il devrait y avoir de la négociation sur justement la généralisation par les syndicats de l'utilisation des NTIC, des nouvelles technologies, parce qu'il vaut mieux de toute façon que les canaux de communication se fassent à l'intérieur de l'entreprise plutôt qu'à l'extérieur. Donc favorisons cela, oui. Donc ça se fait dans beaucoup d'entreprises maintenant, mais le vote électronique c'est pareil. Enfin, soyons modernes. C'est pas parce que le syndicalisme est assez ancien que pour autant il ne peut pas se régénérer, se moderniser. Il faut que les employeurs participent au sujet, mais encore une fois, c'est dans un intérêt commun parce que il vaut mieux que le débat soit dans l'entreprise, plutôt que comme je l'ai vu faire parfois sur des sites Anonymous à l'extérieur où on dit n'importe quoi sur l'entreprise, où on critique pour critiquer, sans savoir d'où ça vient et en créant des dommages collatéraux énormes. Donc
voilà, il faut que les canaux de communication existent, il faut qu'ils utilisent les outils modernes, et après, effectivement, le syndicalisme, je pense que pour revigorer sa base, il faut qu'il offre des services, c'est normal. Enfin, je me rappelle qu'on avait fait un petit déjeuner il y a longtemps, 4 ans, même 4 ans. Nous n'avons que 5 ans, mais il y a 4 ans, on a fait un petit déjeuner. Alors là, on était en présentiel, tous les spectateurs étaient en présentiel, et il y avait des gens d'organisations syndicales qui étaient là, des gens des FO, des gens de la CGT, parce que notre sujet était est-ce que le syndicalisme va mourir du numérique, quoi, en disant ils pourront plus distribuer leur tract, ils pourront plus... ça va être plus compliqué, quoi. Oui, non, mais comme ça a été dit, il y a des négociations, y compris les conditions d'accès à l'intranet de l'entreprise pour les syndicats, ça se négocie, etc. Alors, vous savez, une confédération, quelle qu'elle soit, c'est un paquebot. Avant qu'il change... D'accord. Il faut du temps, mais ça y est, c'est parti dans toutes les organisations. D'accord. De toute façon, je pense que... Oui, de toute façon, il y a une question de génération. Une question de génération. Ça va se faire mécaniquement, mais c'est le même problème. Ouais. Avant d'attaquer une remarque un peu générale, c'est pas nécessairement une question, mais c'est une remarque générale. Est-ce qu'on peut couvrir un peu le sujet de la semaine des 4 jours là Alors, est-ce que ça va... On pourrait avoir l'impression que ce serait un petit cadeau du gouvernement. En tout cas, on en parle, c'est dans l'air du temps. Là, oui, on en parle, c'est dans l'air du temps, et on sait que les ballons d'essai servent à quelque chose quelquefois. Donc, quelle réaction sur la semaine des 4 jours déjà technique, hein, je crois qu'on peut le faire. Quoi. En fait, c'est déjà possible. Voilà. Une entreprise et un syndicat d'entreprise peuvent déjà négocier l'organisation sur 4 jours. Après, quand on regarde un petit peu en arrière, parce que les dégâts collatéraux qui ont été générés par les 35 heures, et donc l'accroissement de la densité du travail, du stress au travail, parce que on fait rentrer finalement, on a fait rentrer les 39 heures dans 35 heures. Si aujourd'hui on fait rentrer les 35 heures sur 4 jours, c'est-à-dire qu'on va avoir des journées extrêmement denses, où les salariés vont être mobilisés à fond. Est-ce que c'est complètement adapté à toutes les entreprises? Je ne le pense pas. Est-ce que tout le monde est capable de travailler 10-12 heures par jour pour pouvoir faire ça? Je ne suis pas certain que ce soit profitable en réalité pour les collaborateurs eux-mêmes. Même compatible avec la vie courante. Quoi, alors peut-être que pour certains c'est adapté, mais en tout cas, n'en faisons pas une généralité, ne soyons pas dogmatiques sur le sujet. Laissons les entreprises négocier sur le sujet si elles y trouvent un intérêt avec les syndicats et leurs salariés. Mais de grâce, ne prenons pas une mesure coercitive pour faire moderne ou pour donner un gage ou tenter de se rabibocher avec les syndicats aux yeux du public. Hein. Faire un deuxième 35 heures. Voilà, si on pouvait éviter cette catastrophe. D'accord. Ouais, non, mais il a employé un mot un peu fort. Non, mais attendez, les 35... La mise en place des 35 heures, moi je me souviens... À l'époque, ça a été mal fait. Ouais. Ça a été mal fait parce que ça a été une règle édictée au niveau national, la même pour toutes les branches, etc. Donc il fallait le faire différemment. Et sur les 4, ça fait en gros presque 9 heures par jour. Une semaine de 32 heures, si on est sur 35. Donc attention, quoi, parce que c'est, y compris sur certains salariés ne l'accepteront pas ou ne le voudront pas. Donc c'est vraiment une question après d'organisation du travail. Donc il faut laisser la négociation se faire. Je ne pense pas que ce soit... Parce qu'il y en a ceux qui réclament la semaine de 32 heures aussi. C'est encore autre chose. J'ai plein d'amis qui me disent c'est génial la semaine de 4 jours, tu te rends compte 4 x 8, 32. Je dis oui, mais 4 x 8, 32, ça ne fait pas 35. Hein. Et ça ne fait même pas 40 pour ceux qui font 40 et qui ont de la RTT. Vous savez, la priorité aujourd'hui, telle que je la ressens moi, elle n'est pas sur le nombre d'heures de travail, la priorité elle est sur le pouvoir d'achat. Un arbitrage, et puis bon... alors les 35 heures, bon, je ne reviens pas là-dessus, mais ça a été aussi, ça a accru la productivité pour les salariés, ça a accru la flexibilité aussi du travail avec l'annualisation, etc. Laissons reposer avant d'aller sur autre chose. Moi, oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Alors, bon... Donc une petite déclaration là avec une question quand même à la fin. C'est alors que la valeur travail doit porter une vertu émancipatrice auprès de l'individu, la crispation provoquée par la crise sociale systémique du pays semble illustrer que le travail est une contrainte et non un levier de développement personnel. Comment pourrions-nous revenir sur les fondamentaux de ces vertus et les partager ?
On sort un peu Déjà, de la loi. à Mais... mon avis, en ne contraignant pas à la semaine de 4 jours. Parce que pourquoi est-ce que ce serait, de mon point de vue, une catastrophe? C'est-à-dire qu'au moment des 35 heures, on s'est mis à décompter la qualité de toutes les minutes de travail. Est-ce que c'est une minute effective ou pas? Du coup, vous rentrez dans un rapport comptable avec le temps qui est extrêmement serré. Parce qu'il faut bien que les entreprises tournent, qu'elles soient compétitives, parce que sinon on a du chômage de masse, etc. etc. Donc si on veut, et c'est ça qui a fait perdre peut-être le goût du travail, c'est-à-dire que quand vous êtes stressé en permanence dans votre emploi, eh bien vous n'avez plus le temps de discuter avec vos collègues, ou en tout cas moins, c'est moins convivial, il y a moins de rapports sympathiques au travail, et du coup, eh bien, vous vous levez avec des pieds de plomb le matin pour aller bosser, parce que vous savez que vous allez être tendu pendant toute votre journée de travail. Et ça, c'est lié au fait qu'on a décompté est-ce que le temps d'habillage est le temps de travail effectif, est-ce que le temps de trajet est le temps de travail effectif, enfin bref, il s'était lié aux 35 heures. Donc si on veut continuer comme ça à dégoûter les gens du travail, faisons rentrer X heures de travail nécessaires dans un nombre limité de jours de travail, et évidemment ça a des effets pervers. Donc moi je pense que justement il faudrait au contraire laisser les gens souffler un peu, et surtout que travailler peu, mais si vous n'avez pas les moyens de profiter de votre temps libre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des gens qui sont frustrés finalement. Ils voient sur leur téléphone portable tous les copains qui partent en vacances, mais ça c'est une vue de l'esprit en fait, c'est la poudre aux yeux. Et donc ça crée de la frustration. Plutôt que d'être heureux au quotidien dans son travail bien fait, et de pouvoir profiter du temps qu'on a de loisirs, avoir du temps d'inactivité pour du temps d'inactivité, si vous n'avez pas les moyens d'en profiter, ça sert à rien. Oui, deux choses. Moi, le débat qu'il y a eu il y a quelques temps sur valeur travail et droit à la paresse, franchement, c'est pas sérieux. Quoi. Non, voilà. je pense... on a utilisé une formule du genre de Marx, fin 19e, début 20e, à une époque où la revendication syndicale au niveau international, c'était 8 heures de repos, 8 heures de loisirs, voilà. Bon. Donc, ça n'a rien à voir. Non, par contre, ça devrait être un thème de réflexion sur le travail. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a un problème. Enfin, il y a plusieurs problèmes. Beaucoup cherchent à avoir plus d'autonomie. Donc ça, c'est une question à la fois dans le travail. Donc, ceux qui souffrent, dans cette catégorie-là, ceux qui souffrent beaucoup et qui ont beaucoup souffert avec le développement du télétravail pendant la crise sanitaire, et encore aujourd'hui, c'est le management intermédiaire. On ne manage pas de la même manière en présentiel avec du télétravail, etc. Donc il y a une adaptation, il y a de la formation à faire, etc. Et individuellement, vous avez les gens salariés qui cherchent à être plus autonomes. Alors c'est vrai que non seulement la valeur comptable du temps de travail, mais aussi les reporting, dans toutes les entreprises, il y a de plus en plus de reporting, on passe son temps, voilà. Bon. On se voit plus. Oui, dernier élément qui m'apparaît aussi important, et ce qu'a révélé, y compris en ce moment, dans les difficultés sur la retraite, c'est tous ceux qu'on a appelés les invisibles, les essentiels, etc. Sont les caissiers. Tous ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, c'est ça, voilà. Qui ont travaillé pendant la crise sanitaire, à qui on a dit oui, vous ne gagnez pas beaucoup, on va régler votre problème, etc. Et ça n'est toujours pas réglé aujourd'hui. Alors, le président a relancé ça il n'y a pas longtemps en disant sur la négociation de branche, écoutez, c'est un problème qu'on traîne au moins depuis 2008. Moi, je me souviens à l'époque, on avait obtenu une loi à l'époque qui n'a jamais été appliquée, parce que les décrets ne sont jamais sortis. Notre problème qui arrive dans notre pays. Alors, donc ça, c'est un problème qu'il faut absolument régler. Mais ça, c'est pas les gens ne sont pas feignants, c'est pas la question. Quoi. Par contre, ils ont besoin de se réaliser dans un travail, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est là-dessus qu'il faut bosser. Absolument. D'ailleurs, on pense qu'on a peut-être créé une France à deux vitesses, entre ceux qui peuvent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas, ceux qui en plus peuvent basculer sur 4 jours et organiser leur vie, et ceux qui ne peuvent absolument pas, parce que tous les samedis matins, il faut être derrière le tiroir caisse du supermarché. Par exemple. Enfin, c'est une image, mais... Voilà, vous voyez, dans notre discours, là, on laisse penser, et ce qui est souvent vrai, que le télétravail est un avantage. Ça l'est dans quelques cas, mais pas toujours. Pas toujours. Non, je suis d'accord. Il y a des circonstances où la personne ne demande pas à être en télétravail parce que finalement elle est isolée.
il n'y a plus d'interaction humaine. Je pense qu'on y reviendra, on en reviendra d'ailleurs. Et où rendre des comptes ou discuter avec ses supérieurs par visio interposée, ça glace les rapports, ça les favorise pas forcément. Et puis après, quand vous êtes chez vous, la journée de travail, elle peut être extensive, là, il n'y a plus de contrôle. Et d'ailleurs, ça pose un vrai sujet, hein, à la fois de responsabilité des employeurs, mais aussi des collaborateurs. Quand est-ce que s'arrête la journée de travail quand vous êtes en télétravail? Personne n'est derrière vous pour vous dire stop. Je suis d'accord. Mais c'est quoi un accident du travail? Et c'est quoi un accident du travail? Donc là, il y a des sujets à aborder. Il y a quelques outils numériques qui permettent d'empêcher le salarié d'aller au-delà d'un certain horaire dans son PC, mais la plupart des gens ne le veulent pas. Non. Parce qu'ils disent non mais attends, mais moi ça m'arrange que je finisse le soir parce que... Oui, parce que je vais aller chercher mes enfants à l'école. Je suis parti une demi-heure, donc je la fais après, quoi. Et c'est normal, Bon, une dernière recommandation pour le gouvernement pour cette réforme? Une toute petite, une dernière? Ça va être très court. Changer effectivement de méthode. Changer de méthode, très bien. Simplifier et ne pas empiler les textes. Juste simplifier, supprimer les textes plutôt qu'en créer d'autres. Nous sommes tout à fait d'accord. Écoutez, merci à vous deux pour cet échange extrêmement riche, très naturel et avec beaucoup de recommandations. Merci à Christina Vaudap, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière la caméra et qui nous permet d'avoir ce petit déjeuner. Je vous donne 2 rendez-vous. Mercredi prochain, pile poil à la même heure, 8h30, 9h30, nous recevrons l'économiste Patrick Artus et nous recevrons aussi le chef d'entreprise Pierre Brageux. Alors Pierre Brageux, c'est le patron d'une entreprise de sécurité, il est aussi le président de la fédération de la sécurité, il a été président du MEDEF Hauts-de-France, Hauts-de-Seine, c'est pas la même chose, c'est pas le même endroit, pas la même taille non plus, mais bon, Hauts-de-Seine, il connaît bien le monde des entreprises et il est candidat à la présidence du MEDEF, élection qui aura lieu au mois de juillet. Ils vont tous les deux nous parler de la baisse de la productivité en France, hein. Il y a une baisse inquiétante depuis plusieurs années maintenant et ils nous expliqueront les conséquences de cette baisse, notamment sur les salaires, etc. Voilà. Et puis, si vous êtes disponible le lendemain du 1er mai, le 2 mai, alors on vous a pas mis le petit déjeuner à 8h30 le matin pour pas vous réveiller trop tôt, mais c'est un petit déjeuner qui aura lieu de 18h à 19h sur un thème extrêmement important, celui de la délégation de certaines tâches des médecins auprès d'autres professionnels de santé. Et parmi les intervenants, nous accueillerons la députée Stéphanie Ries, qui est la rapporteuse du projet au Parlement. Voilà, bonne journée à tous, merci.